អង្គុយចុះ Le président. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Puissez l'audience, veuillez faire entrer le témoin TCW 695 dans le prétoire. Le président. Bonjour, monsieur le témoin. Comment vous appelez-vous? Réponse. Bonjour, monsieur le président. Madame et messieurs les juges, je m'appelle Sun Kanel. Question. Avez-vous d'autres noms? Réponse. On m'appelle aussi Ning. Question. Monsieur Kanel, quel âge avez-vous? Veuillez attendre que la lumière rouge de votre micro s'allume avant de répondre. Réponse. J'ai 59 ans. Merci, dit le président. Question. Où êtes-vous né, monsieur Kanel? Réponse. Je suis né au village de Chuk, commune de Talai, district de Stung de Kampong Thom. Question. Où habitez-vous aujourd'hui? Réponse. J'habite toujours dans le village de Chuk, même commune de Pralai, même province. Question. Quelle est votre profession? Réponse. Je suis paysan. Question. Comment s'appelle votre père? Il s'appelle Sun Sin et il est décédé. Question. Comment s'appelle votre mère? Réponse. Elle s'appelle Jan Kim Hoot et elle est décédée aussi. Question. Comment s'appelle votre épouse et combien d'enfants avez-vous? Réponse. Elle s'appelle Cheon Ni. On la connaît aussi sous le nom de Meh Ni et nous avons 6 enfants. 2 garçons, 4 filles. Le président poursuit. Monsieur Sun Kanel, d'après le rapport qu'a fait le greffier de la Chambre de première instance, vous n'avez aucun lien de parenté avec l'une quelconque des parties civiles ou les accusés.
Sampan, Nguyen Chia et Ieng Sari. Est-ce exact? Réponse, c'est exact. Question. Toujours selon le même rapport, vous avez déjà prêté serment. Est-ce exact? Réponse, c'est exact. À présent, la Chambre aimerait vous informer de vos droits. En effet, vous profitez d'un droit contre l'auto-incrimination. Monsieur Suon Kanil, en tant que témoin devant la Chambre de première instance, vous pouvez choisir de ne pas répondre à des questions dont la réponse tendrait à vous incriminer. En tant que témoin, vous devez dire que la vérité et rien que toute la vérité et rien que la vérité. Et vous devez répondre à toutes les questions qui vous sont posées par les juges et les parties. Sauf si vous souhaitez invoquer votre protection contre l'auto-incrimination. En tant que témoin, vous devez dire ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu. Comprenez-vous? Réponse. Oui, mais partiellement, en fait. Monsieur le Président, pouvez-vous m'expliquer plus en détail ce qu'il en retourne? Le Président. Monsieur le témoin. Vous pouvez refuser de répondre à des questions si vous jugez que votre réponse pourrait vous incriminer. Mais vous avez l'obligation de répondre à toutes les questions, car les parties ont le droit de vous en poser, ainsi que les juges. On vous posera des questions, et si vous jugez que la réponse tendrait à vous incriminer, vous pouvez choisir de garder le silence. Mais vous devez dire toute la vérité et rien que la vérité. La vérité sur les événements dont vous vous souvenez et que vous avez vécu, et que vous avez observé, et ces événements vont de l'année 1975 jusqu'au 6 janvier 1979. Voici donc vos droits et responsabilités. Nous espérons que vous comprenez maintenant. Réponse, en effet, Monsieur le Président, j'ai bien compris. Question. Monsieur Canil. Avez-vous jamais accordé un entretien au co-juge d'instruction? Réponse. J'ai été entendu à plusieurs reprises par les enquêteurs. Question. Combien de fois? Et où était-ce? Réponse. J'ai été entendu plusieurs fois chez moi dans le village de Tchouk, commune de Pralay, au mois d'août 2009. C'était les 18, 19 et 20 jours, et 20 août, 3 journées consécutives. J'ai été
entendu une autre fois, mais je ne me souviens pas de la date. Des gens sont venus chez moi. Ils sont venus 2 fois. À nouveau, je ne me souviens pas de la date de la dernière audition. Le président. Combien de fois exactement avez-vous été entendu? Veuillez attendre que le voyant rouge soit allumé avant de répondre. Réponse. Ils ne sont venus chez moi que 2 fois. Le président. Merci, Monsieur Soon-Cannell. Avant de venir déposer devant la Chambre, avez-vous lu les procès-verbaux des auditions pour vous rafraîchir la mémoire? Réponse. Oui, j'ai lu ces documents. À nouveau. Question. D'après vos souvenirs, est-ce que ces documents rendent fidèlement compte de ce que vous avez déclaré aux enquêteurs? Réponse. Oui. Ils en rendent compte fidèlement. Le président. Ces documents sont donc fidèles? Réponse. Je les ai lus et cela colle. Le président. La parole sera donnée en premier lieu à l'accusation. L'accusation et la partie civile disposeront de toute la journée pour interroger le témoin. Allez-y. Le coprocureur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les juges. Bonjour et bonjour à vous, Monsieur Soon-Cannell. Je m'appelle Song Chawan. Je représente le bureau des coprocureurs. J'ai des questions à vous poser. Mais avant, je demande l'autorisation de remettre au témoin le document E3 344, E3 411 et E3 74. Il s'agit des procès-verbaux d'audition. Ils seront utiles aux témoins. Le président, je vous en prie. Huissier d'audience, veuillez remettre ces documents aux témoins. L'accusation. Monsieur Cannell, ces documents sont les procès-verbaux de vos auditions. Je vais vous interroger sur ces déclarations. Il s'agira principalement d'obtenir certains éclaircissements. Première question. À quel moment vous êtes-vous rallié à la Révolution? Réponse. Le 11 novembre 1971. Question.
Où était-ce? Réponse. Initialement, c'était dans la commune de Klakmum, Toapsim, Chikreng, province de Siem Reap. Question. Après vous être rallié à la Révolution, vous avez reçu une formation dans le domaine des télégrammes. Combien de temps était-ce après avoir rejoint la Révolution? Réponse. On m'a choisi pour aller assister à des formations relatives au télégramme et c'était 6 mois après m'être rallié à la Révolution. Question. 6 mois après, dites-vous. Pourquoi avez-vous été choisi? Réponse. Si on m'a choisi pour suivre ces formations, c'est parce qu'à l'époque, c'était une obligation pour chaque secteur. Moi, j'étais rattaché au secteur 35, soit l'ancienne zone nord. J'ai donc été choisi. J'ai été le seul à être choisi pour recevoir cette formation. Question. Quand vous avez assisté à cette formation sur les télégrammes, quel âge aviez-vous? Le président. Témoin, veuillez marquer une courte pause avant de répondre. Huissier d'audience. Veuillez disposer la console de manière à ce que le témoin puisse facilement voir le voyant rouge. Monsieur Canel, détendez-vous, vous pouvez vous reposer sur le dossier de votre siège. Vous n'avez pas à vous pencher vers l'avant, nous vous entendons bien. Il n'est pas nécessaire de changer de position. Le témoin. Peut-on répéter la question? L'accusation. Après 6 mois, vous avez été recruté pour recevoir une formation. Quel âge aviez-vous? Réponse. 18 ans. Question. Quand vous avez reçu une formation sur les télégrammes, quels étaient les critères qu'il fallait remplir pour être choisi et admis à cette formation, à moins que vous ayez été choisi sans critères de sélection particuliers? Réponse. Il y avait des critères. J'appartenais au secteur et un ou deux membres de chaque secteur étaient choisis pour aller suivre ces formations. Question. D'après ce que vous avez constaté, d'où venaient les stagiaires et quel âge avaient-ils? Réponse. Ces stagiaires avaient le même âge que moi. Ils venaient de 3 secteurs de la même zone. Ils étaient là parce qu'ils avaient été convoqués par leurs chefs de secteur respectifs. Question. D'après ce qui figure dans votre PV d'audition E3 344, et ici je donne les ERN, en anglais 0038 44 24,
En khmer, cela se termine par 3492 et en français, donc 0042 61 42. Ici, les enquêteurs vous posent une question. Ils vous demandent à quel moment vous avez rallié la révolution. J'aimerais citer: après avoir rejoint la révolution, on m'a demandé de faire du travail de propagande. C'était dans le village de Krobayril. Voici ma question. En quoi consistait ce travail de propagande? Réponse. Au village de Krobayril, je m'occupais surtout du travail visant à la libération nationale. Question. Pourriez-vous préciser? Qu'entendez-vous par là quand vous parlez de libération nationale? Réponse. C'est un terme révolutionnaire. Il s'agissait de mener une révolution pour renverser l'ancien régime et en mettre un nouveau en place. Question. De quelle manière se faisait le travail de propagande? Réponse. Le travail de propagande se faisait dans le cadre de réunions. Question. Des réunions étaient-elles convoquées dans chaque secteur et dans chaque zone, et quelle était la fréquence de ces réunions? Réponse. Des réunions étaient convoquées différemment selon les différents endroits. Moi-même, je recevais des instructions au niveau de la commune. Moi, je vivais dans un village et les instructions portaient sur la manière de libérer le pays. Et de créer une nouvelle société. Question. Donc, les gens de la commune et du village faisaient du travail de propagande. Qu'en est-il de l'efficacité des réunions? Réponse. Chaque réunion était fructueuse. Question. Qu'entendez-vous par fructueuse? Réponse. Quand je dis fructueuse, cela veut dire qu'avant la réunion, il y avait des choses que les gens ne comprenaient pas. Mais après la réunion, les gens étaient devenus convaincus, ils comprenaient la révolution et ils finissaient par nous rejoindre et nous soutenir. Question. Je passe à un autre point. Il s'agit de la formation que vous avez reçue en ce qui concerne les télégrammes. Vous dites que 6 mois après avoir rejoint la Révolution, on vous a envoyé suivre une formation relative au télégramme. Où cette formation a-t-elle été dispensée? Réponse. Je vais vous donner une explication générale. Je venais de Siem Reap, nous étions dans une forêt à To 8, près de la limite de la province de Kratchie ou de Kampong Thom. Question.
Où était cet endroit Towit? Réponse, c'était peut-être à Tulsamboa ou Arep Knaut. L'interprète se reprend, c'était Kompong Cham et non pas Kompong Trom. Question. À Towit, y avait-il déjà un bureau 870? Réponse. J'en ai entendu parler à l'époque. Question. Comment en avez-vous entendu parler? De qui tenez-vous ces informations? Réponse. J'ai entendu l'instructeur en parler durant la formation sur les télégrammes. Question. Comment s'appelait votre instructeur? Réponse. Je me souviens de son nom. Il y avait 2 sections, l'une concernant le morse et l'autre concernant les réparations. Pour la section du morse, la formation durait 3 mois et demi. L'autre session a duré 6 mois. Moon était l'instructeur de la première section et Yun était celui de la deuxième. À l'époque, j'ai assisté aux travaux de la 3e section parce que les bons étudiants des première et deuxième sections étaient recrutés pour devenir des instructeurs dans le cadre de la section suivante. C'étaient les gens qui pouvaient taper vite et qui utilisaient bien le morse. Question. D'après ce que vous dites, votre instructeur a dit qu'il y avait un bureau 870 dans la forêt. S'agissait-il de Moon ou de Yun? Réponse. Yun est l'instructeur qui m'a parlé de l'existence du bureau 870. Question. En quelle année avez-vous appris l'existence du bureau 870? Réponse. Je ne me souviens pas exactement de la date. J'ai oublié. Question. Si vous avez oublié la date exacte, pouvez-vous nous dire si vous avez appris l'existence du bureau 870 alors que vous participiez à une formation dans la forêt? Réponse. Effectivement. C'est à ce moment-là que je l'ai appris, car auparavant, je n'étais pas au courant de l'existence de ce bureau. Question. Vous a-t-on dit à quoi servaient les télégrammes? Réponse. Au cours de la formation, on nous a parlé de l'utilisation des télégrammes. On a dit qu'ils étaient utilisés à des fins militaires pour les forces aériennes, terrestres et fluviales. Question. J'y reviendrai. J'ai des questions sur la section des télégrammes. À quoi servaient les télégrammes? À quel niveau étaient-ils destinés?
Réponse. Les télégrammes étaient utilisés pour la communication de la zone au secteur et pour communiquer avec les chefs des différents champs de bataille. Question. Est-ce que les zones communiquaient entre elles par télégramme? Réponse. Plus tard, on a utilisé des télégrammes pour la communication avec les bureaux supérieurs, dont le bureau 870. Question. J'en viens au système de codage des télégrammes. À quel moment a-t-on mis en place le système de cryptage? Réponse. Le système de cryptage a été mis en place dès qu'on a commencé à utiliser le Morse. Question. À quel moment le matériel a-t-il été envoyé là où vous étiez? Réponse. Cette machine m'a été envoyée à une époque où il y avait des affrontements à Phnom Penh. C'était début 73 ou fin 74, ou plutôt fin 72 ou début 73. Question. Cet appareil servant à décoder et encoder les télégrammes, se trouvait-il à un endroit particulier, comme un bureau? Réponse. Quand la machine est arrivée, et dès lors que la communication par télégramme était importante pour les forces armées, l'idée a été de créer un bureau qui soit éloigné du quartier général militaire. On nous a demandé d'installer cette unité à environ 2 km du quartier général des forces principales. 4 personnes ont été désignées pour travailler avec un appareil. Question. Après avoir assisté à la formation sur les télégrammes et après que l'appareil de décodage des télégrammes a commencé à être utilisé, vous dites avoir été affecté à l'imprimerie car il y manquait du personnel. À quel moment avez-vous été transféré vers l'imprimerie? Le président. Témoin, veuillez marquer une pause avant de répondre. Allez-y à présent. Le témoin. Je ne sais plus exactement quand c'était, mais ça devait être fin 72 ou début 73. Nous avions attendu l'arrivée de l'appareil à décoder les télégrammes et un certain temps après la formation, on m'a affecté à des tâches agricoles. Ensuite, on m'a demandé d'apporter une aide à l'imprimerie. J'étais capable de le faire et donc je l'ai fait. Question. Où se trouvait l'imprimerie et quelle était sa taille? Réponse. L'imprimerie était au kilomètre 13 dans la province de Kompong Cham. Elle n'était pas grande,
Elle était toute petite. Il y avait des gens qui maîtrisaient le stencil et il y avait 2-3 personnes qui travaillaient dans une petite cabane. Question. Qui était le responsable de l'imprimerie? Réponse. Chi en était le responsable général, aux côtés de quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom. Question. Avez-vous jamais entendu parler d'un dénommé Sun qui aurait travaillé à l'imprimerie? Réponse. Non. Question. Quel type de document y imprimait-on? Réponse. Il y avait différents types de documents. La revue Raksmei Padiwat, par exemple, ou encore la lumière révolutionnaire. Question. Pourriez-vous préciser? Vous parlez de ces documents. Étaient-ce des revues, des magazines? Le président. Témoin, veuillez marquer une pause. Allez-y maintenant. Le témoin. Raksmei Padiwat, c'était en quelque sorte une revue. Question. Est-ce que des slogans, des bannières, des lettres d'autorisation étaient aussi imprimées? Réponse. Au besoin, on pouvait demander aux gens de rédiger des slogans et d'imprimer des bannières. Question. Dans le procès verbal, ce même document, à l'ERN en Khmer 00 37 35 9 09 plutôt, en anglais 00 39 terminant par 76 et en français 00 42 terminant par 36. On vous a posé cette question. Quel genre de document était imprimé à l'imprimerie? Et vous avez dit aux enquêteurs qu'à l'imprimerie, des documents comme par exemple des bannières, des slogans, des lettres et autres documents étaient imprimés pour la zone. Est-ce exact? Réponse. D'après ce document, j'ai dit certaines choses aux enquêteurs et je maintiens ce que j'ai dit. L'entretien a eu lieu il y a 3 ans. Donc j'ai oublié peut-être ce que j'ai dit, mais je me souviens que c'était exact. Question. Toujours à cette même imprimerie. Qui avait le pouvoir de décider qu'il fallait imprimer quoi que ce soit? Vous souvenez-vous du nom de cette personne? Réponse. La décision d'imprimer c'est le secrétaire de la zone qui la prenait. Question. Une fois imprimés, comment ces documents étaient-ils distribués?
Réponse. À l'époque, ces documents étaient distribués dans les secteurs et les districts où travaillaient les cadres. Question. Quand vous distribuiez ces documents, était-ce sous les instructions du secrétaire de zone ou quelqu'un d'autre avait-il donné cet ordre? Réponse. À l'époque, et à cet endroit, c'était le secrétaire de zone qui décidait combien de numéros étaient envoyés à tel ou tel secteur. C'est le secrétaire de zone qui prenait cette décision. Question. Le secrétaire de zone dont vous parlez, qui était-il? Réponse. On l'appelait frère Twitch. Question. À l'imprimerie, alors que vous y travaillez, avez-vous jamais vu un exemplaire de la revue Étendard révolutionnaire? Réponse. Je l'ai vue, oui, quand je travaillais à l'imprimerie. Mais elle n'était pas imprimée à cette imprimerie. Elle avait été distribuée par l'échelon supérieur. Il nous avait envoyé 10 numéros à notre service. Question. Vous dites donc que vous avez vu le magazine, mais que ces exemplaires avaient été envoyés par l'échelon supérieur. Savez-vous qui avait ordonné la distribution de ces étendards révolutionnaires et avez-vous lu cette revue? Réponse. Je les ai vus quand je travaillais à l'imprimerie, mais je n'avais pas le droit de lire la revue. Ce n'était pas pour moi, ils étaient pour les membres du parti. Question. Vous venez tout juste de dire que ceux à l'échelon supérieur qui avaient ordonné que l'échelon supérieur avait ordonné la distribution de ces revues. Pouvez-vous nous dire qui les avait envoyées? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre que votre microphone soit allumé. Le témoin. Par échelon supérieur, je fais ici référence au centre, bien évidemment, mais je ne sais pas exactement qui était cette personne. C'était un bureau très secret. Question. Vous avez été transféré d'une province à l'autre pour vos tâches. Il vous est arrivé d'être avec Kepok à Kampong Thom, c'était en 73. Est-ce le cas? Réponse. Oui, en effet. C'était en 73. Question. Quand vous travaillez avec Kepok à Kampong Thom en 73, vous souvenez-vous que des événements hors du commun, par exemple une bataille très féroce ou quelque chose du genre? Réponse. En effet, je me souviens de cet événement. À l'époque, j'étais rattaché au champ de bataille quand les combats ont éclaté à Kampong Thom. C'était près de Rolus. C'était c'était une bataille très féroce. Question. Pouvez-vous être un peu plus précis? Où ces combats ont-ils eu lieu? Vous dites dont vous avez parlé.
Réponse. En 73, les combats ont éclaté. Par exemple, à Sangtok Kampong Tmo, de la province de Kampong Tom et d'autres districts, et se rapprocher de la capitale de la province. Et en 73, moi j'étais au village de Rolos, au sud du chef-lieu de Kampong Tom. Et nous avons dû nous battre dans l'Est. Les combats venaient de toutes parts et ils s'approchaient de la ville de Kampong Tom. Question. Donc, en 73, combien de personnes travaillaient pour KAIPOC? Et si vous pouvez vous en souvenir, pouvez-vous nous donner les noms de certaines personnes qui étaient proches de KAIPOC? Réponse. En 73, ceux qui travaillaient avec KAIPOC étaient les gens responsables du télégraphe, les gardes de sécurité ou gardes du corps, les commandants dans les bataillons ou les compagnies, ceux qui étaient les subordonnés de KAIPOC et ceux qui travaillaient avec lui étaient ses proches collaborateurs. Question. Vous souvenez-vous de quelques noms? Par exemple, le commandant de bataillon, de compagnie. Vous souvenez-vous des noms de ses collaborateurs? Réponse. C'était il y a très longtemps et je ne me souviens pas de tout très bien. Tout ce dont je me souviens, c'était qu'il y avait ceux qui étaient responsables des télégrammes. C'était eux que je connaissais. Au service de télégrammes, il y avait 4 personnes. Il y avait moi-même. 4 personnes s'occupaient du morse. Il y avait une autre personne et il y avait aussi un homme du nom de Chit. Chit était un très proche collaborateur de KAIPOC et il assistait en temps de guerre. Pour ce qui est du bataillon, il y avait un commandant du bataillon 305. Il s'appelait Beng. Il était le commandant de ce bataillon 305. Mon était le commandant du bataillon 308. Et comme c'était il y a très longtemps, je ne me souviens pas de tout le monde. Le procureur. Je vous remercie. Toujours en 1973, donc la guerre a éclaté. Et on communiquait surtout par télégramme. N'est-ce pas? Réponse. Le système de télégraphe qui a été monté à l'époque a servi comme moyen de communication. J'étais à un endroit en 73 et peut-être même début 74 et ils m'ont transféré au champ de bataille près de Siem Reap. Le télégramme a commencé à fonctionner à partir de ce moment-là. Quand les combats ont augmenté en intensité, nous avons dû communiquer via télégramme plutôt que d'envoyer les messages par courrier, enfin par personne qui faisait le courrier.
par messager. Question. À qui K-Pop rendait-il compte? ដែលរាយការណ៍គឺកៅពកគឺប្រកាសកាន់ជាសេនាធិការរបស់ភូមិភាគកើតរាយ Réponse. K-Pop était responsable de l'état-major de la zone et donc rendait compte au secrétaire de la zone. De plus, au niveau de la zone, eux avaient échangé des communications avec l'état-major de la zone. Question. J'aimerais un peu plus de détails. Qui était le supérieur de K-Pop? Réponse. À cette époque-là, K-Pop devait rendre compte à son supérieur immédiat. C'était le secrétaire de zone. Et le secrétaire de zone, lui, devait transférer les messages à l'autorité supérieure. Question. Comment K-Pop a-t-il fait rapport sur la situation à ses supérieurs hiérarchiques et à quelle fréquence? Réponse. À l'époque, K-Pop a dû faire rapport à l'autorité supérieure par télégramme. S'il survenait quelque chose d'important, il devait communiquer avec son supérieur hiérarchique. Il y avait des combats qui éclataient. Il fallait expliquer que, par exemple, il y avait des combats dans la zone sud-ouest ou dans la zone nord, etc. Et donc, lorsque ces combats éclataient, il devait faire rapport sur la situation de guerre à l'autorité supérieure. Question. Ce sera ma dernière question à propos de l'année 73. Vous avez dit que l'on a créé un système de télégraphe en 73. Saviez-vous, en 73, vous servir de ce système? Réponse. À ma connaissance, en 1973, on envoyait des télégrammes à M870 et il s'agissait d'informations à propos des usines pendant la guerre et les victoires, mais il n'y avait rien d'autre, à ma connaissance. Question. Comment le saviez-vous? Comment saviez-vous qu'un télégramme avait été envoyé à M870? Alors, en avez-vous été témoin ou vous a-t-on dit que cela avait été fait? Réponse. Chez nous, enfin, on envoyait des télégrammes à M870 à propos des victoires. Et c'était en langage simple. Le président. Madame le procureur, vous pourriez garder à l'esprit que vous devez poser des questions sur les faits pertinents en l'espèce. Et vous avez déjà parlé pendant presque une demi-heure et vous parlez pourtant toujours de 1973. Le procureur, merci beaucoup pour ces instructions, Monsieur le Président. Il ne me reste que quelques questions sur la période de 73 et j'aimerais passer ensuite à 75. Monsieur le témoin, où habitiez-vous en 1974 et quelles étaient vos activités? Réponse.
En 1974, on m'a retiré et envoyé à l'état-major de Siem Reap, car la guerre faisait rage là-bas, et donc j'ai été envoyé en renfort. Question. Donc lorsque l'on vous a envoyé à Siem Reap, étiez-vous au courant de l'évacuation des villes de Kratchie, Kampong Cham ou Udong? Réponse. En 1973, je n'étais pas au courant de cela. Merci, dit le procureur. J'aimerais maintenant parler de 1975, surtout la période postérieure au 17 avril. Dans la zone que commandait Kai Pok, plutôt, cette zone est devenue la zone centrale ou nouvelle zone nord, c'est exact. Réponse. Après le 17 avril 1975, on a divisé la zone. L'ancienne zone nord est devenue la zone centrale. C'est exact. C'était la division à l'époque. Kai Pok a été envoyé s'occuper des régions avoisinantes de Kampong Cham et n'a emmené avec lui que des gardes du corps, et quelques personnes, et les autres personnes sont restées au secteur de Siem Reap. Question. En 1975, avez-vous été témoin de l'évacuation et des transferts de population? Réponse. En 1975, au sujet des évacuations, nous n'avons pas été informés dans mon groupe, car nous étions au front. Nous avions des responsabilités différentes, et je pense que seuls ceux qui avaient des responsabilités au niveau de district auraient pu être au courant. Question. Donc, quand vous êtes arrivé dans la ville de Kampong Cham la première fois, qu'avez-vous constaté? Quelles étaient les conditions de vie des gens? Avez-vous remarqué s'il y avait des cadavres le long des routes? Réponse. Quand je suis arrivé dans la ville de Kampong Cham, la ville avait déjà été organisée. Tout de suite après la guerre, il est certain qu'il y avait des cadavres dans les... Il est certain que tout de suite après la guerre, il y a eu des cadavres, mais quand moi je suis arrivé à Kampong Cham, la ville avait déjà été organisée. Je n'ai donc pas vu de cadavres sur les routes. Question. Vous dites ne pas avoir vu de gens. Vous dites n'avoir vu personne. Que voulez-vous dire? Quand vous êtes arrivé à Kampong Cham, avez-vous, par exemple, vu la communauté des Cham dans la province de Kampong Cham? Réponse. Quand je suis arrivé dans la province, je connaissais la communauté Cham. Ils n'avaient pas été évacués car eux habitaient près de Pien Chikong. Et le soir, je suis allé pêcher et j'ai vu ces communautés musulmanes Cham, ils étaient toujours là à l'époque. Question. J'aimerais que l'on parle un peu de la vieille zone nord, de l'ancienne zone nord. Vous avez dit que Kai Pok était secrétaire de la zone. Pouvez-vous expliquer qui était son adjoint? Réponse. Il est
avait été prévu qu'il était à Kampong Cham. Avant, il était secrétaire adjoint de la zone et par la suite, il a été promu secrétaire de zone. Après le 17 avril 1975, le secteur 305 a été confié à Sai et lui s'occupait donc de Siem Reap. Question. Vous avez dit que cette restructuration a eu lieu après le 17 avril 1975. Quand exactement? Le président. Monsieur le témoin, je vous prie d'attendre la lumière rouge pour parler. Le témoin. Eh bien, ce n'était pas bien longtemps après le 17 avril 1975, mais je ne me souviens pas de la date exacte. J'imagine que c'était peut-être 3 ou 4 mois après, peut-être 5. Donc après le 17 avril 1975, Kai Pok était avant à l'état-major et par la suite a été promu secrétaire de zone. Sai, lui, était responsable du secteur 305 à Siem Reap. Question. Parlons du comité du centre. Dans le procès-verbal de votre audition, document E3 bar 344 ERN en khmer 00 37 3496 en anglais 00 38 44 28 et en français 00 42 61 44. Vous avez dit aux enquêteurs que le comité de zone avait 5 membres. Kai Pok était le secrétaire. Tol était membre. Il a disparu. Chon a disparu. Le beau-frère de Kai Pok, dont le nom a échappé à l'interprète, a disparu lui aussi. Confirmez-vous cela? Réponse. En effet, je confirme mes propos. Le procureur, merci. Avez-vous jamais rencontré quelqu'un du nom de Sour? Et qui était-il, le cas échéant? Réponse. Oui, je connaissais. En fait, il y avait 2 Sour. Le premier était au comité de district et l'autre était membre du comité de bureau. Question. Toujours dans le même document. Vous dites que Sou a disparu en 1977 et qu'il faisait de la résistance politique. De quel Sou parlez-vous? Réponse. Sou qui travaillait avec le bureau. Question. Passons du niveau de la zone au niveau du secteur. Dans la zone centrale, il y avait 3 secteurs, 41, 42 et 43, n'est-ce pas? C'est exact, dit le témoin. Question. Qui étaient les secrétaires des secteurs 41, 42 et 43? Réponse. Le secteur, c'était Sreng qui était le secrétaire du secteur 41. Mais je ne sais pas qui était son adjoint. Question. Sreng était secrétaire du secteur. A-t-il occupé ce poste tout au long de la période ou quelqu'un l'a-t-il remplacé
à un moment. Réponse. Par la suite, il a été remplacé par Ta'an. Question. Pourquoi Ta'an l'a-t-il remplacé? Où Sreng est-il allé? Réponse. Sreng a disparu mystérieusement et Ta'an l'a remplacé. Et je le sais car dans les télégrammes, ou dans le recueil de télégrammes, il est mentionné que le secrétaire du secteur avait été remplacé. Sreng ne travaillait donc plus là, et c'est Ta'an qui l'avait remplacé. C'est ce qui avait été écrit dans les télégrammes. Je n'ai pas posé de questions à ce sujet car je n'avais pas le droit de m'intéresser à cela. Question. Vous dites qu'il y avait un recueil de télégrammes? Pouvez-vous me donner plus de détails? Qu'entendez-vous par un recueil de télégrammes? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre que votre micro soit allumé. Le témoin. Au service de formation de Telegram, nous avions une liste de personnes contacts. Par exemple, une liste de contacts entre la zone et le secteur. Alors, par exemple, il y avait Sreng qui était le contact. Par la suite, Ta'an, c'est le nom de Ta'an qui est apparu à la place de Sreng et je n'ai pas posé de questions. Le président, le moment est venu de prendre la pause déjeuner et nous allons interrompre l'audience jusqu'à 13h30. Huissier d'audience, veuillez assurer le confort du témoin pendant cette période et veuillez vous assurer qu'il soit de retour au prétoire avant la reprise des débats. Maître de la défense de Nunchia, vous demandez la parole. Allez-y. Maître Yanoussi, merci, Monsieur le Président. Notre client nous informe à l'instant qu'il ne se sent pas bien. Il aimerait se retirer à la cellule temporaire cet après-midi. Il a mal à la tête et il a du mal à se concentrer et il a mal au dos. Nous demandons qu'il soit autorisé à suivre l'audience depuis la cellule temporaire cet après-midi. Merci. Le Président, la parole est au coprocureur international. Le coprocureur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, j'aimerais soulever une question. Hier, la Chambre a expulsé Maître Yanoussi pour outrage à magistrat. Dans le système où j'exerce, quand un avocat, un témoin ou un autre participant à une audience est considéré officiellement par un tribunal comme ayant commis un outrage à un magistrat, ce qui a été le cas hier, la personne en question à l'occasion, et ici j'emploie la terminologie anglaise, cette personne a le droit de purge de contempt. Purging de contempt en droit anglo-saxon, et je vois que Maître Canavas est d'accord. Dans un système de droit anglo-saxon, purging de contempt veut dire que le contemner, en l'occurrence Maître Yanoussi, à l'occasion, s'il le souhaite, de présenter des excuses à la Chambre pour l'outrage qu'il a commis. Ceci peut mettre fin à l'outrage. L'avocat souhaite-t-il mettre un terme à cet outrage et s'excuser? Maître Yanoussi. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il y a eu assez de purges dans ce pays
L'interprète précise qu'en anglais, on emploie l'expression purging of contempt.
Le président. La Chambre donne la parole à la juge Sylvia Cartwright pour répondre au coprocureur. La juge Cartwright. Merci, président. La Chambre rappelle que la notion exprimée par l'accusation ne relève pas du règlement intérieur de ce tribunal. Toutefois, l'occasion a ainsi été donnée à Yanoudzi de s'excuser. Il a choisi de ne pas le faire, d'une manière qui est inappropriée, et ce, en utilisant les mots suivants: « Il y a eu assez de purges dans ce pays ». Ceci est tout à fait inacceptable lorsqu'il s'agit de communiquer avec le peuple d'un pays qui a autant souffert. Comme il a choisi de ne pas s'excuser, ce fait sera inclus dans le nouveau rapport que la Chambre adressera à son ordre des avocats. Merci, Monsieur le Président. Le Président. La Chambre prend note de la demande déposée par Nunchia. Il demande l'autorisation de se retirer dans la cellule temporaire pour toute l'après-midi en raison de son état de santé. La Chambre fait droit à cette demande. M. Nunchia pourra suivre l'audience depuis sa cellule temporaire. La liaison vidéo y sera établie. Nunchia renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. La défense de Nunchia est priée de remettre le document de renonciation portant les empreintes digitales ou la signature de Nunchia, et ce dès que possible. Service technique, veuillez brancher le matériel audiovisuel dans la cellule temporaire pour que Nunchia puisse suivre l'audience depuis là-bas. Agents de sécurité, veuillez conduire messieurs Nunchia et Kyo Sampan dans leur cellule de détention temporaire respective et ramener monsieur Kyo Sampan dans le prétoire pour la reprise des débats à 13h30. L'audience est levée.